Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de nous rejoindre sur www.vocalise.com. Nous sommes à l'écoute de la première édition de votre émission féminine Vie de femme. Alors ce jour, nous avons une thématique assez délicate, une thématique qui, il faut le dire, dans on va dire la société africaine en général, reste tabou. Et justement, nous avons décidé de poser le doigt sur l'abcès aujourd'hui afin de pouvoir le percer et de voir dans quelle mesure on pourrait chercher des solutions sur cette problématique qui touche la femme et pas seulement la femme malheureusement aujourd'hui, puisque même les enfants et les hommes également sont victimes du harcèlement sexuel. Vous l'avez bien compris, la thématique de ce soir porte sur l'harcèlement sexuel qui, il faut le dire, mine notre société. Elles sont nombreuses de ces femmes qui traversent des périodes assez difficiles dans leur quotidien. Chez beaucoup, c'est dans le milieu professionnel. Chez d'autres, tout simplement dans la rue, dans nos familles, dans les transports en commun, un peu partout. C'est dire que c'est une thématique qui concerne toute la société et pourtant, on en parle très peu. Et ce soir, nous avons décidé d'en parler. Je vous rejoins dans un instant pour planter le décor. Harcèlement sexuel, cette énormité finalement normalisée, nous espérons que non, parce que ce serait grave, ce serait même très grave. Ce soir, nous avons sur ce plateau 3 dames qui ont bien voulu participer à cette émission et que nous remercions déjà d'avance pour leur contribution ce soir. Nous allons peut-être commencer par Vanessa Sidi qui est au Cameroun et qui a bien voulu partager avec nous ses expériences peut-être ou pas, en tout cas, que ce soit ses expériences à elle ou alors ses observations, elle pourra nous dire ce qu'elle pense du harcèlement sexuel dans la société. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Jocelyne, bonsoir à toutes les co-panélistes. Alors Vanessa, on a parlé du harcèlement sexuel tout à l'heure. Je suppose que c'est une thématique qui ne t'est pas forcément étrangère. Autour de toi, est-ce que tu connais quelqu'un qui est déjà passé par le harcèlement sexuel, du moins, qui a déjà subi le harcèlement sexuel? Il faut dire que j'en connais plusieurs personnellement et j'ai également lu plusieurs histoires de harcèlement sexuel. Je dirais que moi-même, je ne vais pas dire que j'ai été à 100% victime, mais je peux me considérer comme une victime de harcèlement sexuel déguisé. D'accord. Parce que j'espère avoir l'opportunité d'expliquer ce que j'entends par harcèlement sexuel déguisé au cours de cette émission. Évidemment, je pourrais peut-être même déjà te demander de nous dire à peu près de quoi il s'agit d'entrée de jeu. C'est quoi un harcèlement sexuel déguisé? En fait, dans ce contexte, si la personne qui harcèle ne dit pas clairement ses intentions, mais passe par des stratagèmes, Oui. d'accord, qui amène la victime à se jeter dans ses bras en quelque sorte, parce que à court de solution ou alors parce que se sentant acculé Oui. ou sous pression. D'accord. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, je l'ai vécu dans le milieu étudiantin. Oui. Voilà. Oui. Donc, je faisais ma formation, mon cycle master. Oui. En réalité, j'ai eu la malchance de tomber sur un encadreur, celui-là même qui était censé encadrer mon travail, mon mémoire de master. Oui. À un moment donné, a usé des méthodes assez bizarres. Oh là là. Pour me comprendre. Et ça, c'est plus tard que je l'ai compris parce que moi, j'étais pas, puisque je n'étais pas dans la mouvance, je n'étais pas cette longueur d'onde-là, j'étais perdue. Oui. Et après, avec le recul et avec la réputation qu'ils prennent avec lui, que j'ai compris qu'en fait, que c'était des méthodes déguisées pour me pousser à me jeter dans ses bras. Oui. Des mois auparavant, avant même que je sois son étudiante, avant même que je ne sois étudiante, Oui. il m'avait fait des avances. Ah, Voilà. d'accord, Donc, d'accord. moi, je ne peux pas faire le lien. D'accord. Et là, je suppose que tu n'es pas tombé dans son piège, si je peux le mettre entre guillemets, quand tu l'as compris. Tu as pris ta distance, comment tu as fait? Tu t'es écarté? Voilà, il faut dire que déjà, je me retrouve pratiquement 2 ans
après la fin de la formation, parce que le master au niveau, du moins à l'école que j'ai fréquentée, c'est 2 ans après la licence. D'accord. Donc, j'ai fini mes 2 ans de formation, mais je n'ai pas encore obtenu mon mémoire. Donc, j'accuse un important retard. Oui, Et d'encadreur en encadreur, je me retrouve chez lui. oui. Voilà, j'espère qu'avec son expertise, on va boucler le travail assez rapidement. Mais il passe le temps à me donner des faux rendez-vous, à me renvoyer. Ah, d'accord. Et à un moment donné, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce qu'il est trop occupé? Mais je me Oui. rends compte qu'il travaille bien avec les autres. Mais quand il arrive, qu'il doit travailler avec moi, il y a toujours une excuse ou alors il me fait attendre à l'école pendant des heures. Ok. Jusqu'au jour où je décide de faire des pieds de bruit Mhm. dans son bureau. Oui. Et jusqu'à plus de 20 heures, il me dit, je viens de finir ma journée de travail, je suis assez épuisée, je ne peux pas travailler avec vous, à moins que vous acceptiez, par exemple, ça ne vous dérange pas de venir travailler chez moi. Ah, je vois. Ce genre Et de là, proposition. je me sens coincée. Oui. Oui, je me sens coincée parce que mon mémoire portait sur les réfugiés de l'Est et de l'Extrême Nord. J'avais déjà, avec beaucoup de peine, obtenu l'autorisation du HCR pour aller dans les camps. Ah, Et donc, si je d'accord. devais rater cette opportunité-là, ça devait être compliqué pour moi. Exactement. Donc, je me dis, OK, je vais y aller. Il n'y a pas de souci. On arrive chez lui. Monsieur ne tient pas compte du temps qu'il fait. Il prend tout son temps pour prendre son bain, manger son repas, ainsi de suite. Et c'est Ah l'heure là qui là là continue là de là là. passer. Avant de s'intéresser à mon travail. Et donc, on travaille pendant peut-être 2 ou 3 heures, je ne sais plus, je ne me rappelle plus trop. Il se fait tard. Il me propose de passer la nuit chez lui. Ah là Je lui dis là. non, je ne fais pas ça. J'ai jamais passé la nuit hors de ma chambre d'étudiante. Oui. Je dois rentrer, quel que soit l'heure. Il me dit, mais non, le quartier n'est pas très sécure, tu t'exposes à des agressions et tout. Je lui dis, merci pour ça, mais je pense que je vais rentrer chez moi. Et donc, D'accord. voyant qu'il se faisait vraiment tard et que je pouvais me faire agresser, il propose quand même de me raccompagner parce qu'il est véhiculé. Oui. Il me raccompagne dans le chemin, il est beaucoup plus... il est trop amical, je veux dire. Et moi, Oui. j'étais gênée parce que je me dis, c'est pas mon ami, c'est mon Exactement. encadreur. Je n'ai pas à rentrer dans certains détails de causerie avec lui, mais bon, je me prête quand même au jeu, bon gré, mal gré. Ouais, exactement. Parce Ouais. que je vais rentrer chez moi. Donc, il me dépose. Mais plus tard, il a compris que je ne mange pas de ce pain-là et que je suis comme ces filles Friande peut-être, oui. voilà, qui partagent le lit de leurs encadreurs. Exact. Donc, après, la relation a vraiment basculé dans ce que j'ai tout compris par la suite. Donc, il ne Exactement. prenait plus d'appels, il n'honorait pas les rendez-vous qu'il me donnait. Il me donnait des rendez-vous lorsque j'arrivais au lieu du rendez-vous. Il n'était pas là. Rendez-vous de travail, bien entendu. Oui. Et épuisée, j'ai demandé à mon papa d'intervenir. Voilà, D'accord. mon papa qui est de loin plus âgé que lui, qui Oui. peut être son père parce qu'il était jeune, hein, il est jeune de toutes les façons. Ok. Vient donc à l'établissement, je me rappelle très bien que le jour, il était déjà 19 heures passées et il pleuvait. D'accord. Mon papa agit la pluie, le supplie. Il Wow. le prie, il lui dit, professeur, quel que soit ce que ma fille a bien pu vous faire, je vous prie, aidez-la à boucler ce travail. Je veux qu'elle soutienne ce mémoire parce que j'ai déjà des opportunités d'emploi pour elle. Il faut qu'elle en D'accord. finisse et qu'elle revienne à la maison, qu'elle commence à travailler parce que ça commence déjà à la déprimer. Je dis oui, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas et tout ça. Oui. Mais après, il continue. Ah là là. Et Donc, il n'a pas tenu parole en fait. Il a continué dans la non, même. il n'a pas tenu parole. Oh là Non, là. non, pas du tout. Et pour que mon papa puisse le rencontrer, j'ai fait intervenir un ENA académique. Donc, des mois ou des semaines, je ne sais plus trop après, c'est l'ENA académique qui m'appelle, il me dit, je sais pas ce que tu as fait ton encadrant, il se plaint, il dit que tu racontes partout, qu'il t'a fait la cour, il y a un remède, puis je dis, non, j'ai jamais fait ça. Mon propre papa m'a demandé, je ne comprends pas pourquoi ce monsieur se comporte comme ça avec toi. Tu es sûr qu'il ne t'a pas fait la cour? J'ai dit non, papa, il ne m'a pas fait la cour. Ah oui. Donc, si à mon propre père, je dis qu'il ne m'a pas fait la cour, ce n'est pas aux étudiants que je vais dire qu'il m'a fait la cour. Exactement. Parce Donc que tu tous as les masqué, camarades qui étaient- tu as masqué la vérité. Tu n'as pas dit véritablement ce qui se passait à ton En père. vérité, il ne m'avait pas fait une cour ouverte. Exactement. Je sais pas si c'est ça l'expression. Il ne m'avait pas véritablement dragué ouvertement. Exactement. Oui. Donc moi, voilà, moi je ne voulais pas me faire des idées. Je me disais non, je voulais toujours lui trouver des excuses en fait. Pour Ok. ne pas admettre quoi. Que D'accord. voilà, il avait peut-être d'autres intentions ou alors des intentions cachées. Donc je dis non, D'accord. je suis pas au courant de ça. De toutes les façons, j'ai rendez-vous avec lui mardi. C'était un samedi ou un dimanche quand mon élève académie m'appelait. Je vais
aller au rendez-vous comme si je ne suis au courant de rien et on va voir. Donc, je l'appelle le mardi pour confirmer l'heure et le lieu Oui. du rendez-vous de travail. Il me dit, votre aîné ne vous a pas appelé, il ne vous a pas dit ce que j'ai dit. Je dis, non, qu'est-ce que mon aîné me dit? Mais vous, les étudiantes là, paresseuse que vous êtes, parce qu'il avait dit à mon père que je suis paresseuse et que c'est lui qui fait tout mon travail. Oh là là. Je me demande que mon papa, très proche de ce que je fais, veillait à chaque étape du travail à lire celui-ci pour apporter sa modeste contribution. Donc, il voyait bien que ce travail venait de moi et non de quelqu'un d'autre. D'accord. Heureusement pour moi, mon père avait déjà compris que c'était des balivernes qu'il racontait. Et donc, il me dit, voilà, vous ne voulez pas travailler et puis vous racontez partout, quand vous faites la cour, on vous harcèle. Moi, je vous ai déjà fait la cour, moi, je vous ai harcelé. Je dis, pour ça, je n'ai jamais rien dit à personne de tel. Donc, je ne sais pas d'où cette histoire. D'où vient cette rumeur? Il dit, mais non, il y a une étudiante qui vous a entendu parler à vos camarades sur les bancs publics de l'établissement et tout. Je dis, j'ai jamais dit ça. Et j'en ai marre déjà, parce que cette situation a déjà trop duré. Je vais vous traduire au conseil de discipline. Je dis, super, parce que je crois que ça c'est plus court. Traduisez mon conseil de discipline et ne manquez pas d'appeler l'étudiant qui vous a rapporté la rumeur. Parce que je veux qu'il soit là pour me dire, pour me donner la date, voilà, et l'heure à laquelle j'ai raconté une telle rumeur. Il faut que ça se fasse. Mais il ne m'a jamais appelé au conseil de discipline, il ne m'a jamais donné la date, il m'a raccroché au nez et j'ai continué à lui parler par SMS. Oui. En lui disant, je ne mange pas du pain. Et voilà, je ne sais pas ce qui se passe, mais je veux que cette histoire soit tirée au clair parce que ce qui m'intéresse, c'est boucler mes études dans cet établissement et vraiment partir. D'accord. Et donc, j'attends d'être convoqué au conseil de discipline. Mais il ne l'avait jamais fait en tout cas. Mais moi, j'ai pris les devants, je suis allée rencontrer le directeur des études, j'ai posé le problème. On m'a attribué un autre encadreur et je crois 2 ou 3 mois après, j'ai soutenu et j'ai eu une très bonne mention en tout cas. Ah, c'est magnifique. Donc, c'est ma petite expérience. C'est magnifique, Vanessa. Vraiment, ça fait plaisir de savoir que tu n'as pas cédé et que tout s'est finalement très bien terminé pour toi. Et merci pour cette expérience que tu as partagée avec nous à cœur ouvert. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent et qui passent par ce genre de situation, puisqu'effectivement, nous parlons du harcèlement sexuel dans toute, on va dire, un peu partout dans la société, même en milieu scolaire et estudiantin. Et justement, nous parlons du milieu estudiantin. Une expérience comme celle-là, je pense que beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de jeunes filles la vivent, en tout cas. Merci Vanessa. Je rappelle que vous êtes au Cameroun à Douala et que vous êtes web entrepreneur et networkeuse professionnelle. Nous aurons certainement l'occasion de revenir un peu sur cette thématique-là avec vous. Le temps pour nous de présenter Maria Elena Lerudulier qui nous écoute depuis Paris. Bonsoir Maria Elena. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. C'est nous qui te remercions pour ta disponibilité, Maria Elena. On a écouté l'intervention de Vanessa qui a partagé avec nous cette expérience qu'elle a vécue. On a parlé là d'un harcèlement sexuel, on va dire, voilé. Elle n'a pas été en face de quelqu'un qui lui a dit de manière claire ce qu'il voulait. Mais en adulte, elle a bien fini par comprendre finalement de quoi il était question. Alors Maria Elena, je voudrais te poser la question à toi. Est-ce que dans ton entourage, tu as déjà connu quelqu'un qui est passé par le harcèlement sexuel ou alors peut-être si toi-même tu as connu une forme de harcèlement sexuel dans ta vie jusqu'ici? Alors, pour ce sujet-là, c'est vrai que c'est... Je ne sais pas s'il faut l'aborder sous 2 angles. Donc, l'angle, par exemple, général, où j'ai envie de dire, peut-être pas moi personnellement, ou là, sur l'instant, je ne m'en rappelle pas forcément, oui. Mais je sais que c'est un sujet que mon petit, un sujet qui m'alerte, parce que je me rappelle encore... même toute petite ou même en grandissant ou même jusqu'à maintenant, j'ai des sœurs, j'ai des cousines, j'ai des amis et je vois bien qu'on a déjà eu abordé ce type enfin, même si on en discute comme ça, on va avoir des retours souvent sur le fait que en fait, il y a une forme déguisée que les hommes, ou je ne sais pas s'il faut appeler ça juste les hommes, parce que ça peut aussi être un sujet qui touche qui touche les femmes contre les hommes. Hein. Exactement, mais on s'est rendu compte, j'ai fait le constat qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent leur position pour soustraire l'autre personne à faire un peu ce qu'ils veulent ou à les manipuler. Je ne sais pas comment il faut
faut le dire directement. Mhm. Moi, je sais pas, j'ai un exemple qui me vient comme ça en tête. En fait, il y a tellement de trucs qui nous alertent, mais c'est devenu tellement banal dans notre société. Je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça. Oui. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de le prendre sous deux angles. Oui. C'est que c'est tellement banal dans notre culture africaine. Mhm. Et en même temps, je vois le versus parce que je travaille, je travaille dans l'administration française. Exactement. Et très Vous êtes sincèrement, assistante de direction dans l'administration. Exactement. exactement, Oui. je suis dans un ministère. Non mais quand je regarde en fait, nous, dans notre culture africaine, c'est tellement banal. C'est devenu tellement normal pour les gens de se dire que bon, pour avoir ce boulot-là, vraiment, le monsieur-là me drague tellement, enfin, je vais finir par céder, un peu comme Vanessa, elle expliquait tout à l'heure. Oui, ce qu'on appelle la promotion canapé. Voilà, ou des gens, parce qu'ils veulent avoir un boulot, enfin, les promotions canapé. C'est tellement des termes qu'on entend tout le temps. Ça devient banal. Il faut Exactement. il faut vraiment soulever ce type de sujet-là pour que les gens comprennent que ce n'est pas normal. Exactement, Moi, quand je regarde par rapport à où je travaille, sincèrement, même un collègue, avant de te dire bonjour, il vérifie que le bonjour là, tu vas pas mal l'interpréter parce qu'il a peur de ce que ça peut lui entraîner. En termes de punition, c'est puni par la loi. Exactement. Donc, il y a une loi qui il faut qu'on arrive à régit. trouver ce juste milieu, en Oui, fait. exact. Qu'on arrive à rééduquer les gens. Je ne sais pas s'il faut utiliser ce terme-là, parce que je ne suis pas là non plus pour offenser qui que ce soit. C'est une discussion, voilà. Mais je pourrais trouver plein d'exemples. Mais moi, voilà, mon apport de ce soir, c'est plus sur ce côté Oui. c'est devenu une banalité, voilà, dans notre culture. Oui. Et inversement, il faut aussi qu'on regarde comment ça se passe aussi dans les autres cultures. Exactement. Et qu'on puisse tirer et voir tout ce qui est condamné de l'autre côté, voir si nous, dans notre culture, si ça se passe, et peut-être que les gens se réveillent aussi que c'est pas normal. Exactement. En tout cas, nous aurons l'occasion de rentrer dans ces détails-là au cours de ce débat. Tu as évoqué un aspect assez important. Tu as parlé de culture. Donc, effectivement, quand on essaie de regarder les sociétés occidentales, quand on voit comment est-ce que la thématique est traitée, voilà, avec des lois qui sont assez claires et qui sont véritablement tranchantes, eh bien, les comportements, ils sont différents. Les mentalités, elles sont différentes. Et par contre, chez nous, les choses elles se passent un peu différemment, justement. Alors, pendant qu'on en parle, je voudrais introduire Sorel. Ariane Sorel-Jogo, je rappelle que vous vivez à Rüsselsheim, à 15 minutes donc de Francfort, en Allemagne. Et voilà, vous êtes manager dans la gestion des déchets. Merci beaucoup une fois encore de nous accorder de votre temps pour participer à cette émission. Bonsoir Sorel. Bonsoir toutes, bonsoir mesdames. Bonsoir. Les personnes qui écouteront notre émission. Exactement. Alors Sorel, tout à l'heure, Maria Elena a parlé d'un aspect que je trouve pertinent. Elle a dit que chez nous, disons, puisque nous sommes toutes originaires du Cameroun, on va dire au Cameroun en particulier et en Afrique en général, le harcèlement sexuel est un peu comme culturel, on va dire. Alors, certainement, je suppose que tu as connu ça, c'est une autre forme de harcèlement sexuel. Et je ne sais pas si beaucoup de gens en sont conscients parce que ça n'émeut personne. À la fin, c'est même, à la limite, c'est quelque chose de normal. Comme l'a dit tout à l'heure Maria Elena, ce qu'on appelle généralement les chat-appels. Donc, ces sifflements dont on est victime, entre guillemets, dans la rue. Lorsque vous passez, qu'il y a une bande de garçons qui vous appellent, ils vous attribuent tous les noms, mamie, tout ce qu'on a connu là, et qui insistent, ils le feront tous les jours, ils sont prêts à le faire tous les jours, plusieurs fois par jour, jusqu'à ce que peut-être quelque chose se produise. Alors, qu'est-ce que tu penses justement de ce côté-là? Est-ce qu'on ne devrait pas éduquer la société ou la rééduquer, apprendre aux enfants, apprendre aux jeunes garçons, aux jeunes hommes, aux personnes qui le font, eh bien, que c'est une forme de harcèlement sexuel, puisque ça semble certes banal, mais c'est quelque chose qui, à la fin, peut mettre beaucoup de femmes mal à l'aise. Vu dans le sens que tu as détaillé tout à l'heure, c'est-à-dire l'harcèlement dans le sens des sifflements lorsqu'on passe sur la route, les chat-appels, je l'ai déjà vécu quand j'étais au Cameroun dans mon adolescence, quand j'étais au lycée et tout. Oui.
De mon point de vue, je crois que les hommes ou bien les garçons ne savent pas que c'est mauvais. Je suppose qu'ils ne savent pas que c'est mauvais parce qu'ils ont observé d'autres aînés le faire et ils ne font que continuer ce qu'ils ont vu les autres faire sans pour autant s'interroger si c'est normal ou pas. Tout à fait. Comme ça leur a été présenté comme une stratégie pour aborder certaines personnes, ils l'appliquent aussi parce qu'ils pensent qu'ils pourraient atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés. Maintenant, la question que tu as posée, c'est-à-dire comment combattre ce genre de mentalité chez le jeune garçon, je crois que le changement débute déjà dans la cellule primaire familiale, c'est-à-dire si je parle auprès des parents ou bien auprès des personnes qui sont responsables de l'éducation du jeune garçon. Oui. Ici, il est nécessaire il faut savoir déjà si déjà au niveau des parents, est-ce que les parents eux-mêmes identifient cette attitude comme nocive? Exactement. Parce que l'enfant, on parle déjà des garçons adolescents, ça suppose que si on doit regarder le jeune garçon qui déjà peut-être à l'âge de 7 ans pose des questions vraiment parfois pertinentes, si déjà à cet âge, tu pourrais dire dès cet âge, les parents n'apprennent pas à l'enfant à savoir comment considérer une femme ou bien comment se considérer soi-même, oui. Ça complique un peu la tâche. Donc déjà, il est déjà question d'identifier si les parents eux-mêmes sont conscients de la nocivité de cette mentalité. Et encore, parents, il faut bien préciser que je parle ici du genre masculin et du genre féminin parce que certains parents, ça diffère. Parce qu'on sait très bien que le papa a un rôle individuel qui lui va vraiment, c'est l'homme. Parce qu'à un certain âge de la vie, le garçon est un peu plus orienté vers son papa parce qu'il y a des sujets qui ne sont pas peut-être plus évidents à parler entre hommes. Tout à fait. Et il y a des sujets aussi qui sont plus évidents à parler avec la maman. Exactement. Donc c'est pour ça que je crois que là-bas, les rôles sont un peu partagés suivant l'âge et la croissance de l'enfant. Donc il est ici question pour le cas des parents qui considèrent cette mentalité comme nocive, il est question de montrer au garçon la considération qu'il doit donner à la jeune fille ou à la femme plus tard. Exactement. Et aussi, il ne faut pas oublier que l'enfant observe son papa. L'enfant observe comment le papa traite sa maman. Le papa traite la petite sœur et autres femmes. Et c'est généralement l'enfant, surtout le jeune garçon, le regarde plus sur le traitement que le papa accorde à sa maman ou bien à sa femme, on dirait comme ça. Exactement. Et c'est ce qui influence justement le comportement du jeune homme dans l'avenir. C'est ce qui peut avoir une influence sur le comportement du jeune garçon, sur sa perception, la manière dont il perçoit la femme et donc par conséquent la manière dont il traite la femme ou il aborde la femme. Suivant comment celui-là lui a été transmis durant son jeune âge, ça impacte aussi sur son futur. Bien évidemment, il y a l'entourage qui viendra s'ajouter, mais il y a une certaine base qu'il a déjà acquis de son foyer, de sa maison, du socle familial sur lequel il pourra parfois s'appuyer ou bien revenir vers les parents suivant les circonstances ou difficultés qu'il rencontrera. Il pourra dire non, je me fixe des limites que je ne veux pas traverser parce que je respecte cette femme ou bien parce que je respecte cette dame. Je ne ferai pas cela. Exactement. D'accord. Alors, merci Sorel. En tout cas, on va certainement faire le tour de table parce que c'est une thématique qui est tellement vaste et c'est l'occasion pour moi aussi de rappeler que cette édition, c'est la toute première partie qui porte sur le harcèlement sexuel. Il y aura une deuxième partie parce que ce n'est pas une thématique qu'on peut boucler en 60 minutes. Voilà, c'est un peu difficile. Je vais revenir vers Vanessa pour justement évoquer un autre aspect de la chose. Parce que Vanessa, tout à l'heure, Sorel a parlé de l'éducation. Donc, il faudrait peut-être déjà que dès le berceau, dès la maison, dès le socle familial, eh bien que les parents, selon justement les thématiques, qu'ils puissent aborder certains sujets avec l'enfant. Maintenant, quand on parle de harcèlement sexuel, on est d'accord que c'est une thématique qui est vraiment délicate puisqu'on parle de sexe. Et nous savons que chez nous, en général, dans l'éducation à l'africaine, la sexualité, ce n'est pas l'une des thématiques les plus prisées. On n'en parle pas beaucoup, en tout cas entre parents et enfants. Comment est-ce que on peut justement amener, nous, la nouvelle génération qui avons l'intention de faire des enfants, de fonder des familles, comment, à ton avis, Vanessa, tu t'imaginerais aborder ces sujets-là avec ta progéniture dans le futur? Comment on fait pour se préparer à ça, surtout qu'on n'a pas connu ça? D'accord, je vais d'abord commencer en disant que
Si le parent n'éduque pas son enfant à la maison, les réseaux sociaux le feront, la télévision le fera, mais à ce niveau, à ce moment-là, il n'aura pas de contrôle forcément, donc c'est une obligation. Maintenant, à la question de savoir comment aborder déjà ce sujet, je veux dire qu'il y a un préalable. Le préalable, c'est la relation de complicité. Oui. Alors, la complicité qui devrait y avoir entre parents et enfants. Et cette complicité-là se tisse depuis le ventre. Oui. Moi, je ne suis pas maman, mais ma soeur est née. Je me souviens que je lui avais dit que commence à parler à ton enfant depuis le ventre. Oui. Pas qu'il soit né tous les 3 ans pour commencer à lui parler comme à un ami, par exemple. Oui. Donc, si les parents prennent l'habitude ou alors développent cette culture-là d'échanger avec les enfants depuis le ventre, cette complicité va naître tout aisément. Et lorsque l'enfant sera en âge de comprendre certaines choses, ce sera facile, ce sera même une évidence de lui dire, ben voilà, je me souviens que ma mère, lorsque j'ai eu, bon peut-être elle a attendu à cette époque-là, lorsque j'ai eu mes premières menstruations, je me rappelle, elle m'a dit, ok, tu es devenue une femme, et maintenant je pense que je peux aborder certains sujets avec toi. Oui. Tu es une très belle fille, tu seras certainement courtisée, les autres voudront peut-être te forcer, voilà, à toi, te harceler et tout. Mais je veux que tu continues dans la voie que je te vois suivre depuis, c'est-à-dire reste la femme forte que je sais que tu es, continue d'avoir confiance en toi. Je veux dire, elle me parlait de temps en temps. Oui. C'est ça qui m'a donné le courage ou alors la force de continuer dans cet esprit de dénonciation de ce qui ne va pas. Exactement. Quand ça ne marche pas, je dis non, je m'insurge contre ça, je vais trouver les solutions, je dénonce quand il faut, je prends les devants quand il faut. Donc, les parents devraient d'abord nouer une relation de complicité avec les enfants et en ce moment-là, puisqu'on parle du comment aborder le sujet, parler de sexualité ne sera plus un problème puisqu'on parle de tout. Pourquoi parler de sexualité sera un problème dans ce cas? C'est quand le parent veut être un tyran pour l'enfant que ça devient problématique. Exactement. Parce que maman, qu'on a grondé, crié au papa qui vient toujours donner les ordres et qui n'est jamais proche des enfants, il va commencer comment pour dire, ben, les amis, vous savez, je veux dire, aborder la thématique de la sexualité sera un problème. Oui, c'est clair, donc, parce qu'il y a déjà une barrière entre le père, disons dans ce cas-là, et l'enfant, et du coup, voilà, on ne peut pas la briser aussi facilement. Ni le père ni l'enfant ne sauraient la briser. Donc, tout part vraiment de la base, si je te comprends bien. Dès la base, il faudrait installer une sorte de complicité avec l'enfant, lui montrer qu'on peut parler de tout avec lui, qu'il peut s'ouvrir à nous, qu'il peut nous faire confiance. Et donc, du coup, ça pourrait vraiment justement permettre aux deux parties de s'ouvrir l'un à l'autre sur ce genre de thématique. Et maintenant, exactement. Alors, puisque nous en parlons, je voulais justement passer à l'autre question qui me taraude l'esprit. Quand on sait que le harcèlement sexuel, on l'a dit, hein, c'est une thématique qui est assez difficile. Bon, maintenant, dans notre contexte, étant donné que l'éducation de l'époque, et là, je vais aller certainement vers Maria Elena pour aborder ce côté-là avec elle. Alors, quels pourraient être les signes précurseurs? Puisque justement, les parents, ils ne parlent pas beaucoup sexualité avec leurs enfants. Mais cela n'empêche malheureusement pas qu'ils soient victimes de harcèlement sexuel. Allons seulement dans le milieu scolaire. Quand on regarde ce qui s'y passe, quand on regarde combien les jeunes filles et aujourd'hui malheureusement les jeunes garçons sont harcelés sexuellement par qui leur enseignant, par toute personne possible et même par d'autres camarades de classe qui usent d'influence pour pouvoir obtenir de ces jeunes garçons, de ces jeunes filles ce qu'ils ont de plus précieux. Alors, comment est-ce qu'un parent peut voir ou savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Parce que quand on part sur cette base de manque de dialogue entre parents et enfants, donc sur la question de la sexualité de toutes les façons, si dans l'ensemble on ne dialogue pas, ce n'est pas sous cette question-là qu'on pourra le faire. Comment est-ce qu'on peut voir les signes précurseurs? Comment je fais pour savoir, moi en tant que parent, comment je fais pour détecter qu'il y a quelque chose qui a changé chez mon enfant? Comment je fais pour savoir qu'il est certainement victime de harcèlement sexuel? Maria Elena. Alors, pour moi, je pense que, comme Sorel a dit précédemment, tout passe d'abord par le dialogue.
Je pense que c'est ce qui nous manque vraiment, c'est ce qui manque dans beaucoup de familles, parce que moi je suis née au Cameroun, j'ai grandi jusqu'à début d'adolescence, et sans mentir, je ne me rappelle pas une seule fois avoir eu une conversation avec mes parents pour ce type de sujet. Ouais. Même jusqu'à l'âge adulte ici, je pense que c'est quand ma mère a vu que j'avais déjà un petit copain qu'elle a commencé à me poser des questions, c'est qui ? Voilà. Donc je pense c'est vraiment un sujet tabou. Ouais. Et il y a ce côté de vulgarisation, notamment par rapport au tchatapel, les sifflements. C'est quelque chose de vulgaire parce que quand un gars siffle une fille, celle qui se retourne pas, c'est comme pour le narguer que je m'en fous de toi. Et il y en a certaines à qui ça plaît et qui se retournent, qui va lancer un petit sourire. Exactement. Donc, je pense que c'est tellement quelque chose de vulgaire dans notre société que pour faire comprendre aux gens, pour éveiller que c'est quelque chose de pas normal, il faut vraiment que ça passe par le dialogue. Moi, j'ai 2 petits garçons, j'ai pas de fille, mais j'ai pris ma dernière petite sœur avec moi. Elle a vécu avec moi pendant plus de 10 ans. Oui. Mais je sais que par rapport au fait que j'ai eu cette éducation aussi, où nos parents étaient très présents, par exemple, mais c'était pas. Moi aussi, j'ai eu du mal en fait à pouvoir aborder des sujets comme ça avec ma petite sœur, notamment même quand elle a eu 18 ans, quand elle est partie à la fac, quand elle a eu un premier copain, j'ai eu du mal. D'accord. J'ai eu du mal à pouvoir aborder. Donc je me dis, pour moi, ça passe par le dialogue. Ouais. D'abord qu'un parent puisse se dire, je ne dois pas avoir honte, je dois y aller peut-être maladroitement, mais pas brusquer, faire comprendre peut-être aussi à l'enfant comment tu te sens, essayer de nouer une complicité, de créer que l'enfant se sente, en fait, il faut mettre en confiance l'enfant. Exactement. Mettre en confiance l'enfant et surtout aussi pas reproduire. C'est pas parce que moi ça s'est pas passé de cette manière-là. Aujourd'hui, je suis consciente que je sais faire la comparaison entre le bien et le mal, et c'est à nous adultes de protéger les plus jeunes. Exactement, tout à fait. De protéger les plus jeunes. Donc que ce soit, je pense que c'est dans la vie en général. Ça va passer par l'école, ça peut passer par la vie même des copinages. Ça peut être même, quand l'enfant entre déjà dans l'adolescence, on peut pas choisir les amis de nos enfants. Tout à fait. Mais peut-être aussi de leur indiquer, parce que là on parle du harcèlement, mais il y a tellement plein d'autres sujets. C'est nous en tant qu'adultes qui devons juste essayer, de guider l'enfant sur ce qui est bien et ce qui est mal. D'accord. Alors, tu as parlé tout à l'heure de quelque chose qui m'a marqué. Tu as dit, c'est à nous, justement, les parents, de protéger nos enfants. Et quand on parle de protection des enfants, ça m'amène un peu sur cet autre nid, s'il faut le dire, c'est un autre nid du harcèlement sexuel. C'est assez douloureux d'en parler parce que, voilà, quand on sait que la famille est semblée être ce socle, être cette coque qui protège les enfants, qui protège les personnes qui vivent sous le même toit. Mais là, malheureusement aussi, on y trouve le harcèlement sexuel. Nous avons eu des témoignages qui, vraiment, ils faisaient froid dans le dos. On va prendre un exemple, un enfant qui vit dans une famille avec ses parents. Mais vous savez, il y a toujours un tonton ou une tata qui vient de l'extérieur. Parfois même, il n'a pas forcément des liens de sang assez forts. Mais chez nous, avec notre éducation qui nous amène à respecter l'adulte, à respecter l'aîné, eh bien, on se retrouve parfois aussi en proie sous l'emprise de certains adultes qui veulent déjà, même au sein de la famille, ça peut être des cousins, ça peut être des cousines, ça peut être toute personne, en tout cas, qui a accès à la famille, qui vient également avoir une sorte d'emprise, harceler sexuellement des enfants. Et malheureusement, pour ce cas de figure, les situations de ce genre découlent très souvent au viol, qui, pour moi, c'est le summum, en fait, de cette chose, de ce harcèlement sexuel-là. Alors, Sorel, est-ce que tu penses que on devrait peut-être aujourd'hui faire attention, surtout pour les familles, chez nous en Afrique? La proximité, elle y est vraiment, elle est très grande. Bon, disons qu'ici en Europe, ce n'est pas aussi poussé qu'en Afrique. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi, en tant que parents, ou du moins les parents, ne devraient pas être un peu plus vigilants de nos jours sur l'éducation de leur enfant, au-delà du dialogue, peut-être aussi
limiter l'accès ou la proximité avec des personnes adultes et leurs enfants, filles comme garçons. Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas que les filles qui sont victimes du harcèlement sexuel, surtout dans les familles aussi. C'est vraiment nécessaire parce qu'en tant que parents, nous sommes les premiers protecteurs de nos enfants. Ce qui fait que nous sommes d'abord, par rapport aux enfants, à même de discerner certaines situations qui pourraient mettre nos enfants dans des circonstances propices à ce que de pareilles situations se réalisent à cet effet. Ce qui fait que quand nous avons une personne, un adulte, un étranger ou un membre de famille dans la maison, nous devons continuer à avoir un œil sur nos enfants, à observer le comportement de nos enfants, à mettre nos enfants à part, à pièces séparées en ce qui concerne le lieu où l'enfant se couche par rapport à l'étranger. Et même quand nous sortons, nous laissons l'enfant avec l'étranger à la maison, quand nous revenons, nous devons observer toujours le comportement de notre enfant parce qu'on ne connaît jamais vraiment les gens. Exactement. Et je crois que dans des circonstances pareilles, nous devons vraiment être en mesure de lire les attitudes, le comportement de l'enfant en présence de la personne, quand la personne parle, ou bien avoir aussi des petites intimités avec l'enfant. C'est vrai, c'est relatif à l'âge. Oui. Si l'enfant peut déjà s'exprimer correctement, c'est tant mieux parce que là, on peut se mettre à l'écart et essayer d'aborder la conversation avec l'enfant de façon vraiment assez affinée, de façon très délicate, pour que l'enfant se sente à l'aise d'exprimer ce qui se passe. Ça montre aussi que nous devons aussi, dans nos échanges avec nos enfants, nous ne devons pas seulement gronder, mais nous devons aussi pouvoir être à l'écoute des émotions de l'enfant, même si ça ne nous arrange pas. Mais parce que quand dans de pareils cas, ce sont des trucs que l'enfant n'a jamais vécu. Et quand ça se passe avec un étranger, à réapprendre à l'exprimer, après l'exprimer devant le parent, c'est deux étapes différentes. Et entraîner son enfant à parler de choses qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne discerne même pas que c'est mauvais, mais il sent dans son être que je ne connais pas ça. Exactement. Et quand je ne connais pas comment je fais pour en parler, ce sont des étapes en fait suivant l'âge de l'enfant. Exactement. Et, tout ça, ça passe par l'observation. Et aussi le fait que nous aussi, quand nous sommes avec les enfants, nous devons leur dire que personne d'autre que nous, les parents, ne doivent toucher, par exemple, les fesses de l'enfant, oui. Où il devait l'arrière. J'ai mon petit garçon qui va à la crèche, des fois je lui pose la question, est-ce que tu vas aux toilettes tout seul? Puisqu'il y a des hommes dans son école, exactement. Je pose aussi des questions, est-ce que tu as mal au niveau de l'organe pour faire les selles? Est-ce qu'il y a des questions aussi assez simples comme ça, je fais en touchant tout doucement, est-ce que tu as mal là et tout, ça se passe comment? Il y a ce dialogue continuel qu'on doit maintenir avec l'enfant, approfondir. Oui. Exactement. Plus les questions sont un peu plus précises. Exactement. On met les mots là où il faut mettre les mots et petit à petit, ça met l'enfant en confiance d'aborder les sujets. Et quand ils sont un peu plus grands, parce qu'il y avait des problèmes qu'on découvrait dans le quartier, que tel fils est rentré très tard et s'est fait agresser. Oui. Là, ça fait que ton parent, sur une pareille situation, revient vers toi et dit, tu vois, par exemple, quand je ne veux pas que tu sortes, rentres très tard la nuit, c'est pour t'éviter de pareilles situations. Tu as suivi un exemple. Et voilà, l'enfant prend conscience avec un exemple dans le cas précis. Exactement. Donc, c'est un dialogue continuel jusqu'à l'âge adulte. D'accord. C'est assez pertinent ce que tu as dit, justement. Et je pense que tout ceci revient à la même base. Mettre l'enfant en confiance dès le bas âge, s'ouvrir à lui et lui faire savoir qu'il peut tout nous dire, qu'il peut nous parler, qu'il peut aborder n'importe quelle thématique sans avoir peur, voilà, qu'il peut s'ouvrir. Si tu permets, je voudrais rajouter quelque chose. Oui. Quand les autres intervenantes ont parlé, par exemple, que quand les menstrues sont arrivées, la maman a abordé le sujet de sexualité en disant tu es une femme. Pour moi, ce n'est pas forcément quand une femme commence à avoir ses menstruations qu'il faut aborder le sujet. On peut bien subir un viol même sans avoir eu ses menstruations. Je pense qu'aussitôt, le plus tôt possible, c'est de montrer à l'enfant qu'il y a des gestes qui ont des conséquences. Exactement. Si telle chose se passe, ce n'est pas bien. Si tu fais telle chose qui n'est pas normale, sache que ce n'est pas bien pour toi. Ton corps, tu dois le protéger. Tu ne dois pas t'habiller devant des étrangers. Ta chambre, c'est pour toi. C'est par montrer à l'enfant qu'il y a un espace intime. Quand tu vas dans les toilettes, tu dois fermer la porte. Exactement. Verrouiller la porte, même pas se fermer, ça ne suffit pas. Quand tu es au milieu des gens, même au milieu de ce qu'on appelle les amis, il faut toujours essayer, quand il s'agit de l'intimité, de se mettre à l'écart, même si c'est pour se vêtir. Je veux dire, il faut qu'on apprenne à l'enfant à savoir ce que c'est que l'intimité, l'amour de son corps.
Exactement. C'est vraiment nécessaire. Oui, c'est Quand tu es important. une jeune fille, pour le cas de la jeune fille, tu ne dois pas avoir certaines attitudes. Tu dois te comporter d'une certaine manière en ce qui concerne ton corps. Voilà. Exactement. Être assez prudente et que ce soit en fait ancré en elle dès la base, très tôt, assez tôt même d'ailleurs, pour la prévenir, pour la protéger contre toute forme d'abus possible. Car la société, elle est assez difficile en tout cas. Il faut faire attention. Et parlons justement de société. Je vais revenir vers toi, Vanessa. Toi qui justement est assez éveillée, tu observes autour de toi. As-tu l'impression que dans la société dans laquelle tu vis, dans la société camerounaise, les personnes qui t'entourent, est-ce que tu penses que les gens sont assez conscients du harcèlement sexuel et que c'est quelque chose qu'il faille absolument combattre? Quand tu causes avec peut-être des femmes ou que ce soit des hommes, est-ce que tu penses que c'est un mal dont les gens sont véritablement conscients? Je pense qu'au niveau de la conscience, oui, les gens sont conscients que c'est un mal qui mine la société, mais combien sont capables de dénoncer? Combien sont capables? On n'a pas la culture de dénonciation, malheureusement, ça c'est mon point de vue. On n'a malheureusement pas la culture de dénonciation. Donc moi j'ai eu, je crois, 2 dames qui sont venues se confier à moi parce que j'en reçois quand même parfois des dames qui viennent vers moi pour des conseils, qui étaient en larmes, voilà, qui me disent, voilà, aujourd'hui j'arrive à avoir une vie de couple normale parce que voici ce que j'ai vécu, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand tu échanges avec elles ne sont pas prêtes de dénoncer leur bourreau. Pourtant, peut-être la guérison peut passer par là. Donc les gens sont Justement, conscients que c'est un mal. L'entourage aussi sait que c'est un mal. Par exemple, la fille qui est violée par un membre de la famille, ses parents savent que c'est pas bien, mais ils sont prêts à dénoncer parce que dénoncer également implique perdre certains avantages ou alors briser un certain ordre établi, une certaine cohésion qui n'est pas forcément une cohésion dans le cadre de la famille, par exemple. Dans la conscience, oui, mais le problème aujourd'hui, c'est la dénonciation, à mon avis. exactement. Alors, parlons justement de dénonciation. Je suppose qu'elles ont peur des représailles pour la plupart, ou alors du regard de la société, étant donné que, à part ces éléments-là, je ne sais pas ce qui pourrait empêcher une femme justement de dénoncer un mal qui la ronge, qui la détruit et qui l'empêche justement d'évoluer, de pouvoir vivre normalement. Alors, avant d'écouter peut-être vos interventions à ce sujet-là, je voudrais vous proposer d'écouter un voice. C'est le voice d'une intervenante. Elle n'a pas pu être avec nous, mais elle a pensé nous envoyer son message que je vais vous faire écouter. Et là, nous pourrons maintenant rentrer dans la partie solution, dans la partie des conséquences et de leurs solutions. Harcèlement sexuel, cette énormité finalement normalisée. Finalement normalisée, je dirais non, parce que ça serait une grave bévue, une grave erreur de normaliser cet état de choses. Parce que les conséquences sont énormes dans la société, surtout sur les femmes. Et c'est vrai que de plus en plus, on voit aussi des jeunes hommes qui sont harcelés. Mais sur la femme, l'harcèlement sexuel a d'énormes impacts dans sa façon de faire, sa façon de vivre, ses compétences, ses capacités de se donner soit un boulot. Et lorsqu'on se retrouve en train de se faire harceler pour pouvoir avoir un boulot, finalement, au finish, on n'utilise pas toutes nos capacités, en fait. Et d'autres que ça transforme, d'autres que ça transforme pas, d'autres vies sont brisées grâce au harcèlement sexuel. Donc, j'imagine que pour remonter la pente, c'est pas facile, c'est pas du chocolat pour ceux qui sont passés par là. Et nous ne pourrons souhaiter cela à personne d'autre parce qu'être harcelé, c'est physiquement, moralement, ça casse le moral et ça ne nous permet pas de vivre normalement notre vie. Nous sommes obligés de passer par des méthodes pas catholiques pour accéder à un titre ou à une fonction. Je trouve cela très dénigrant et très rabaissant pour la femme d'aujourd'hui. En expliquant et en vous disant encore qu'il n'y a pas que la femme, le harcèlement sexuel n'est pas que sur les femmes, c'est aussi sur les enfants, sur les hommes, sur les garçons. Donc ce phénomène va de mal en pire dans le monde entier et il faudrait vraiment qu'on le décrit, qu'on puisse trouver, je ne sais pas, une méthode ou un médicament ou une loi qui puisse le punir, mais alors fermement, un peu comme le vol. Parce que ça, c'est trop. Les victimes du harcèlement sexuel ne se remettent pas de sitôt.
c'est toute une vie qu'on brise. Imaginez-vous une maman qui a été harcelée parce qu'elle allait peut-être chercher un boulot. Et là, elle n'a pas pu supporter les rentrées. Elle se sent minimisée, elle se sent brisée. Pourtant, elle a toutes les capacités de travailler. Mais on ne peut pas parce qu'on lui demande promotion au canapé. Vous imaginez ce que ça fait? Imaginez ce qu'elle redonne à ses enfants comme éducation. Du coup, pour moi, c'est un phénomène qu'on devrait punir, mais alors sévèrement parce qu'avec de graves conséquences. On a parlé justement de conséquences. C'était Karine Fred qui nous a... elle s'est sentie aussi particulièrement touchée par cette thématique-là et elle a voulu intervenir. On a parlé des conséquences qui sont assez graves chez la femme. Avant de faire le tour justement sur ces conséquences-là, je voudrais te demander à toi, Vanessa, qui nous faisait part tout à l'heure de cet aspect-là. Tu nous as dit que tu avais, par exemple, connu une femme qui s'est confiée à toi et qui t'a dit justement qu'elle avait du mal à redémarrer une vie normale après avoir vécu un harcèlement sexuel. Qu'est-ce que toi, Vanessa, tu peux dire? Qu'est-ce que tu donnes comme conseil à une personne qui est passée par des moments pareils et qui veut véritablement se relever? D'accord. Je vais dire que la première chose à éviter, c'est de se culpabiliser. Oui. D'accord. C'est vrai que je ne suis pas partisan de la victimisation à outrance dans certains cas, mais dans ce cas particulier, il faut éviter de se victimiser. Ouais. On n'est pas toujours le responsable, peut-être la personne en face qui a un problème psychologique, psychiatrique, je ne sais pas. Donc, c'est ça la première chose à faire. Et ensuite, il faut parler. Même si on n'a pas le courage d'aller vers les autorités compétentes, les polices, agents de mairie, je ne sais pas trop, il faut se confier à des personnes de confiance. Il faut s'ouvrir, il faut parler parce que ça aide. Exactement. C'est le début de la thérapie. Tout à fait. Et si on peut se rapprocher d'un professionnel, aujourd'hui il y a des coachs, il y a peut-être des psychologues pour se faire accompagner en fait. Donc, il faut se faire accompagner, surtout si cela nous a traumatisés. Il y a des personnes qui sont fortes, qui peuvent traverser ce genre d'épreuve sans avoir le moral brisé et ainsi de suite. Mais il y a des personnes qui ne sont pas suffisamment fortes pour faire face à ce genre de situation. Ouais. Et donc, à ces personnes-là, je recommande de rechercher un accompagnement par un professionnel, d'accord? Dépendamment du côté qui a été touché. Je veux dire, est-ce que ce sont nos émotions? Est-ce que c'est notre mental? Est-ce que ça a causé une maladie? Est-ce que c'est venu dévoiler peut-être un mal qui était latent? Il y a tellement de choses, donc il faut déjà faire le point. Mais je pense que quelle que soit la solution, ou alors quel que soit le spécialiste qu'on rencontre, on est à 80% responsable de ta guérison. D'accord, il y a un travail qui doit faire soi-même par soi-même. Oui. Donc je pense que c'est l'occasion, ça peut être le déclic pour aller fouiller au fond de soi les forces qui sont enfouies pour faire face à ce genre de situation, peut-être révéler la guerrière. Exactement. Qui nous, exactement. De la vie. Ouais. Donc, toute occasion, tout ce qui nous arrive dans la vie, moi c'est ma philosophie, tout ce qui m'arrive dans la vie a une raison. Voilà, il y a une leçon cachée derrière. Et après l'incident ou alors l'événement fâcheux malheureux, je dois pouvoir être plus grande, je dois pouvoir être meilleure. Donc voilà ce que je peux dire aux victimes. D'accord, merci. Ce que je retiens en tout cas, c'est que la guérison, elle dépend en majorité de nous, donc de la personne. À 80%, tu as dit, de la personne, il faut déjà vouloir guérir, il faut chercher les forces en soi pour pouvoir guérir. Alors Maria-Elena, on a parlé ici des conséquences sur, on va dire, l'aspect émotionnel, parce que ce sont des blessures qui ont du mal à être guéries. Maintenant, si on allait sur un autre aspect, on parle par exemple des conséquences sur l'aspect économique, parce que finalement, qu'est-ce qui peut amener une femme victime d'harcèlement sexuel à céder, si ce n'est l'aspect économique parfois? Quand on a des charges, on a des responsabilités, on doit nourrir une famille. On reste un peu dans le contexte africain, voilà, où il n'y a pas forcément un encadrement qui est assez défini par la loi, même si on sait qu'il y a une loi au Cameroun qui punit les personnes qui sont à l'origine du harcèlement sexuel. Mais maintenant, dans l'application, il faudrait encore qu'on aille chercher. Si déjà on ne dénonce pas, comment est-ce qu'on pourra les punir? Donc maintenant, l'aspect économique, avec la précarité qui peut en découler, comment est-ce qu'on peut faire? Si tu avais en face de toi une dame, une maman, une femme
qui venait te dire, écoute Maria-Elena, tu connais ma vie, j'ai des difficultés, je dois nourrir ma famille, je dois nourrir mes enfants. Mais là, on me demande de passer par la promotion canapé pour pouvoir obtenir cet emploi qui est l'une des seules chances que j'ai sous ma main. Si je ne cède pas, mes enfants, ils n'auront pas de quoi manger. Qu'est-ce que tu peux donner, toi, comme conseil à une personne qui se retrouve devant toi avec une situation pareille? C'est en même temps très très difficile comme question parce qu'il y a certaines réalités quand même qu'on ne peut pas ignorer. Exactement. On sait très Exactement. bien comment, quand on parle de précarité, c'est délicat. Exactement. Se retrouver face à quelqu'un qui est en précarité et qui a même déjà ce courage de se confier, pour moi, je trouverais que c'est une grande étape que cette personne a faite. Oui. Pour ma part, je serais plus dans le côté de lui faire savoir que si tu as réussi à m'en parler, ça veut dire qu'au fond de toi, c'est quelque chose que tu rejettes. Exactement. Si elle peut trouver la force, les ressources en elle, de se dire que c'est un échec peut-être pour elle, mais c'est une force en même temps parce qu'elle va devoir redoubler d'efforts pour rechercher encore de nouveau du travail. Oui. Combien de personnes en fait peuvent en parler? Même s'il y en a qui en parlent, elles seront déjà passées à l'acte et elles vont dire je l'ai fait parce que pour X ou Y raison. Oui, ça c'est vrai. On va toujours comprendre en fait la personne. Oui. On va comprendre parce que ça va se passer à cet endroit-là, mais ça peut encore se passer à un autre. C'est que, en fait, je pense que ça va dépendre vraiment de chacun. C'est un problème qui est tellement grand. En fait, il n'y a pas un seul endroit où il y a cette problématique. Oui. Il n'y a pas un seul endroit, ça va se retrouver dans tous les côtés. Exactement. Du simple boulot de ménage au poste à responsabilité. Oui. Donc je pense que ça va vraiment passer aussi, enfin tout ça passe vraiment encore par sensibiliser les gens en fait. Exactement. Je sais pas, par vraiment la sensibilisation. Oui. Petit à petit, à un moment donné, ça finira par rentrer dans les oreilles de ceux-là qui n'ont pas ce type de message-là, qui peuvent entendre et qui eux, parce que je pense que les gens qui sont souvent victimes de ce type d'abus, parce que c'est un abus quand même, Exactement, pour la plupart, ils cachent. Je ne sais même pas s'il faut dire que c'est une honte pour eux, parce qu'entre ceux qui trouvent que c'est une honte et d'autres qui ont trouvé que c'est un nouveau moyen de progresser, je ne sais même pas s'il faut appeler ça comme ça, mais c'est tellement vaste. Vraiment, tout ce que je pourrais dire, si je vois quelqu'un qui est dans cette situation et qui a le courage d'en parler, ce serait de lui dire qu'elle est sur la bonne voie, oui. de se dire que des difficultés, ça va, ça vient. Exactement. C'est comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Hein, donc c'est pas par rapport à cet échec-là qu'elle doit. Il faut qu'elle essaye de passer outre. Exactement. Dieu a un autre plan pour elle devant. Voilà, c'est ça. En tout cas, je pense que c'est le genre de message qui pourrait relever plus d'une personne qui passe par ce genre d'impasse, il faut le dire. Ça m'amène vers Sorel, puisque nous sommes déjà arrivés au terme de cette édition. Bah oui, nous avons quand même fait le tour. C'est vrai que c'est une thématique qui est vraiment vaste et on ne peut pas toucher tous les points en moins de temps. En tout cas, en 60 minutes, c'est pas assez. Mais ça nous permet quand même déjà de faire le tour de certains aspects qui, il faut le dire, sont assez importants. On est dans la sensibilisation, on est dans un échange qui pourrait édifier plus d'une personne. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait en 2 parties, en tout cas pour la première partie. Nous sommes en train de sortir comme ça de ce débat, de cette édition. Je vais me tourner vers Sorel pour te demander à toi, Sorel, en tant que femme justement, si jamais tu avais en face de toi une jeune fille de n'importe quelle couche sociale qui venait te dire « Écoute, Sorel, j'ai du mal à m'en sortir, je suis victime de harcèlement sexuel. Je n'arrive plus à faire confiance à qui que ce soit, à aucun homme. Ça a vraiment un impact assez considérable sur moi. Qu'est-ce que je peux faire pour redevenir normale, entre guillemets ?» Sorel, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? À cette personne, je féliciterai d'abord son courage de s'être exprimé à ce sujet, parce que c'est pas évident de mettre des mots quand on a vécu de pareils événements. Oui. Et de s'exprimer sur ce point-là. Je féliciterais vraiment son courage du fait qu'elle ait abordé le sujet avec moi. Oui. Et je l'encouragerais d'abord à essayer d'abord de se retrouver elle-même, parce qu'elle est encore une victime. Oui. Et
Déjà, dire qu'il faut aller en relation avec une autre personne, ça compliquerait encore les choses parce que l'autre personne ne verra pas les choses forcément comme elle. Il y a encore des blessures psychologiques qui sont restées de là, qui doivent être soignées. Donc, c'est dans ce sens-là que je la soutiendrai ou l'encouragerai à avoir un suivi psychologique, rencontrer un médecin ou un psychologue des personnes affectées pour ce cas, afin qu'elles soient accompagnées. Parce que ces choses-là, ça laisse des traces. Ça ne se finit pas d'un coup comme ça, c'est petit à petit. Il faut qu'elles reçoivent un soutien psychologique afin de, au fur et à mesure, s'ouvrir à la vie, dépasser ce qui s'est passé, retrouver son estime d'elle-même, retrouver la force d'affronter les événements ou bien les challenges de la vie. Comme une fille qui a vécu cela, mais veut aller de l'avant. Exactement. Donc, que ça ne soit plus un frein à sa vie, mais plutôt une sorte de moteur. Si c'est arrivé, je traverse cela et je continue d'avancer. Mais pour le moment, il faudra d'abord traiter ce qui ne va pas et l'aider à sortir de cette phase-là pour qu'elle puisse continuer son parcours de vie comme c'est censé arriver. Exactement. Tout à fait, Sorel. Merci pour ce conseil. On a parlé d'estime de soi, de regagner confiance en soi, ce qui est assez important quand on sait que ça contribue déjà aussi à perdre, j'allais dire, ce brin de confiance en soi que la femme a déjà en elle. Lorsqu'elle passe par ce genre de situation, c'est encore plus compliqué. On aura certainement l'occasion de débattre également sur cet aspect des choses-là, puisque nous savons déjà que dans notre contexte africain, la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qui va de soi chez la femme et c'est de manière inconsciente dans notre éducation. On a parlé par exemple de l'absence du dialogue entre parents et enfants et puis ça englobe tellement de choses. Je pense qu'il y a tellement de thématiques qu'on peut toucher avec notre émission Vie de femme qui, il faut le dire, est à son numéro 1 ce jour. Alors, on va sortir de cette émission. Le temps pour moi de rappeler qu'il n'existe pas de loi spécifique sur la violence basée sur le harcèlement sexuel au Cameroun, mais le code pénal incrimine le harcèlement. Le harcèlement sexuel est puni par l'article 302-1 du code pénal qui stipule que quiconque usant de l'autorité que lui confère sa position harcèle autrui en donnant des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou exerçant des pressions dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est passible d'une peine d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende entre 100 000 francs et 1 million de francs CFA. Alors maintenant, on sait qu'il y a une loi qui est là, mais comment est-ce qu'on pourrait savoir qu'elle est appliquée? Est-ce que vous connaissez des cas de jurisprudence? Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Je vais peut-être le demander à Vanessa qui est sur place au Cameroun. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un cas de jurisprudence en ce qui concerne le harcèlement sexuel? Non, pas vraiment. D'accord. Pas vraiment. Ce qui reviendrait à dire que, eh bien, si on ne dénonce pas, comment est-ce qu'on pourra justement bénéficier d'une aide quelconque? Comment est-ce qu'on pourra faire punir le harceleur? Comment est-ce qu'on pourrait, se sauver de la situation du harcèlement sexuel? Donc, ceci passe justement par la dénonciation, mesdames. C'est vrai que parfois, ça semble plus facile à dire, mais il faudrait déjà savoir que tout commence par le fait de briser le silence, par le fait de briser la glace. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette première édition de Vie de femme, votre nouvelle émission féminine sur www.vocalis.com. Je vous remercie, mesdames, d'avoir participé à cette émission. Merci infiniment pour cet échange qui était assez riche et que je trouve vraiment très intéressant. J'espère que vous avez aimé aussi échanger, partager entre nous et je vous souhaite une agréable soirée. Merci beaucoup. Merci pour cet échange, ce partage très riche. Je vous en prie. Très intéressant. Merci, c'est moi qui vous remercie les dames. Alors, c'était Vie de femme. Comme intervenante, nous avions Vanessa Sidi depuis le Cameroun. Nous avions Ariane Sorel-Jogo depuis Rüsselsheim en Allemagne. Nous avions Maria Elena depuis Paris en France et Karine Fred depuis le Cameroun. C'était donc la première édition. Nous vous donnons rendez-vous dans 1 mois puisque notre émission est mensuelle. Et ce sera avec une deuxième partie sur le harcèlement sexuel. Et là, nous ne serons pas qu'entre nous femmes, il y aura aussi des hommes.
D'ici à là, je vous souhaite de passer une agréable soirée. À très bientôt. Au revoir.